Cette semaine, au TSLH Podcast, on a le plaisir de recevoir Guillaume Saillant de Mintora. Mintora qui est partenaire avec Tout sur le hockey depuis peu, parce que c'est une plateforme québécoise, il faut le mentionner, qui existe depuis pas si longtemps. Puis honnêtement, c'est assez impressionnant comment le produit explose ces temps-ci. D'abord, Guillaume, merci de l'invitation, puis bienvenue sur le TSLH Podcast. Merci, Mathieu, c'est très apprécié. C'est quoi Mintora? Je vous mets en contexte. C'est une plateforme. Puis, tu sais, Guillaume va être en mesure amplement de l'expliquer dans les prochaines minutes. Mais qu'est-ce que Mintora? C'est une plateforme pour évaluer la valeur de vos cartes de hockey. Fait que ça, c'est le très gros résumé. Mais Guillaume, je pense que tu es le mieux placé pour l'expliquer. C'est quoi ton rôle au sein de Mintora? Puis, c'est quoi exactement le produit que vous offrez? Merci de l'introduction, Mathieu. Dans le fond, Mintora, tu le dis, c'est une application québécoise qui est spécialisée dans la gestion des cartes de hockey. Premièrement, tu peux scanner tes cartes. On a développé, nous, un scanner de cartes. On est les seuls de l'industrie que tu scannes les deux côtés de la carte pour être sûr de donner le meilleur résultat possible parce que le défi est là. Surtout au hockey, il y a de l'information super importante des deux côtés de la carte. Nous, ça fait un peu plus qu'un an et demi qu'on travaille sur le projet. Ça ne paraît pas à monter la base de données, travailler des fonctionnalités, préparer la version bêta pour enfin un lancement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On a lancé ça le 26 janvier 2026, donc ça a passé vite. Pourquoi on a développé Mintora? C'est parce qu'on commençait à avoir la passion des cartes avec les Pokémon avec nos enfants. Puis là, quand on est arrivé au hockey, on a comme fait un peu Pokémon, ils ont leur application qui s'appelle Collector, qui permet de scanner des cartes, connaître la valeur. Puis là, c'est trippant parce que nos enfants avaient du fun, puis nous autres aussi, tu sais. Mais là, on s'est rendu compte, ouais, un peu, là, on recommence à se racheter des paquets de cartes de hockey, puis là, oh boy, qu'est-ce qui arrive? Là, tu cherches sur eBay, puis là, tu poses des questions sur des forums. Des fois, tu te fais insulter, des fois, ça passe pas pire. Tu veux savoir un peu avant tes cartes puis être capable de faire de quoi avec ça. Fait qu'on a vraiment développé une application qui permet de scanner les cartes, connaître de la valeur, et gérer tes collections. Fait que, tu peux vraiment venir faire des collections, des sous-collections, puis là-dedans, tu déposes tes cartes avec la valeur qu'ils ont, puis tu vois vraiment ton feed comme un peu une analyse financière. Là. Si tu rentres dans Mintora, tu vois ta progression de valeur, tu vois tes meilleures cartes. Quand tu rentres des cartes, tu vois leur valeur. Puis là, on est allé beaucoup plus loin que ça, évidemment, pour faire plein d'autres goodies puis features que les gens veulent savoir. Qu'est-ce que les gens veulent savoir quand tu regardes une carte de hockey? Je te pose la question à froid. Premièrement, la valeur de la Ouais, carte en tant que telle. Puis, exact. tu sais, souvent, c'est la différence aussi entre, mettons, tu sais, j'ai une Young Guns, je le sais qu'elle va peut-être valoir quelque chose, mais y a-tu des bases? Y a-tu certains autres modèles qui valent de quoi? Tu sais, nous autres, sur le podcast, pour ton info, ben là, on n'a plus, là, mais on avait une boîte de la série One, puis à chaque fin d'épisode, on ouvrait des cartes. Puis, tu sais, on se les montrait, puis tu sais, c'était comme automatique. Si on avait une Young Guns, l'autre n'en avait pas, ben, je gagnais le battle. On faisait des petits pack battles de même, moi puis Pascal. Puis on avait bien du fun. Mais tu sais, quand on recevait des bases ou des UD Portraits ou des choses comme ça, on se disait, bon, ça doit pas valoir grand-chose. Fait que c'est vraiment différencier les modèles versus la valeur. Puis, tu sais, avec Mintora, moi, je t'inscris dessus, là, puis, tu sais, Mhm. je le vois, là, j'ai tout rentré ma collection de cartes, ben, du moins ceux que je pense qu'il y a de la valeur. J'ai pas tout fait les bases. Puis, tu sais, tu le vois, là, c'est vraiment le fun de voir la fluctuation des prix, puis quel modèle a telle valeur et tout, puis la valeur du marché, tu sais. Puis c'est en temps réel. Puis là, ce que j'aurais ajouté, c'est que quand tu veux savoir, quand tu scannes une carte, tu veux savoir le prix. Fait que, nous, on a un algorithme qui est très puissant et qui est toujours en évolution. On est encore 3 mois et demi plus tard en version bêta. On a quand même une version d'application sur le Google qui est prête. La version Android fonctionne très, très bien. On sent bien que la version Apple, c'est tout un petit peu plus long, Apple. Et puis, quand tu vas scanner une carte, tu l'as vu, là, on va même te donner des ventes récentes sur eBay puis la même carte qui est en vente présentement sur eBay. Fait que ça te permet de te faire une tête. Est-ce que Mintarum me donne un prix qui me satisfait? Qu'est-ce qui se passe sur le marché en temps réel? C'est linké direct. Fait qu'au moins, comme tu l'as dit, tu es capable d'avoir la valeur des cartes tout de suite dedans. On a des cartes d'ailleurs de 1951 à aujourd'hui. Puis on continue à en rajouter tout le temps. Ça fait une solide base de données, on va se le dire. Puis tu sais, on parlait de valeur de cartes. Ben, tu sais, on a notre ami Dobesh qui a ses cartes, ses Young Guns, qui commencent à être plutôt intéressantes. Là. Fait que si vous en aviez pogné depuis un an ou deux, soudainement, ça va devenir les nouvelles Cofield. Les nouvelles cartes, c'est des cartes qu'on sait que le monde s'arrachait, les Connor Bedard, par exemple. Définitivement, celle que Dobesh avait en Young Guns, ça va prendre la valeur aussi. On le voit déjà. C'est clair.
Je vous mets à l'écran ceux qui sont en vidéo sur YouTube. Oui, c'est mon dashboard, c'est ma valeur de collection, qui n'est pas très élevée, là, on s'entend. Au Mais moins, tu sais comment que tu as déjà. c'est ça, exactement. Les gens qui ont ça dans un cartable, tu n'as aucune idée, j'ai-tu 200$, j'ai-tu 50$, au moins là, tu le sais. Ah ben ça, tu soulignes un bon point, Guillaume. J'ai un énorme cartable que j'avais quand j'étais petit. Il va falloir que je vérifie, là, voir là, qu'est-ce que j'ai là-dedans. Mais tu sais, vous voyez l'interface là, de Mintora. Vous avez justement les fluctuations de vos cartes, les augmentations en temps réel. Vous avez même une section au niveau de la collection. Donc, vous pouvez voir littéralement toute votre collection avec les valeurs qui changent en Puis temps Mathieu, réel. ici, ce qui est le fun aussi, c'est que les photos qu'on voit présentement, c'est des photos de tes cartes à toi. Là. Exact. C'est pas une photo qui est prise sur Internet, c'est tes cartes à toi qui sont dedans. Exact. Puis c'est super simple. Tu sais, je l'ai fait moi-même. Là, puis on prend en photo la carte devant et derrière. Puis ça, d'ailleurs, Guillaume, tu pourrais l'expliquer aux auditeurs. Là, pourquoi c'est important de prendre la photo en avant, mais aussi en arrière du produit? Excellente question. Tu vois, on a d'ailleurs encore cette semaine amélioré le scan pour qu'il soit encore plus rapide. Et l'important, c'est que sur le devant de l'information de la carte, il y a très peu d'informations. Tu vois, on va retrouver le nom du joueur, on va retrouver des couleurs, on va retrouver c'est quelle compagnie qui fait la carte. Mais quand on la tourne de bord, c'est là qu'on va chercher le reste des informations hyper importantes. Exemple, c'est une 12 de 25, par exemple. Fait que, tu sais, on est capable d'aller chercher cette information-là. On a un invité qui est arrivé avec nous autres. Oui, on va saluer Pascal qui nous a rejoint sur le podcast. Pascal, yes. On est avec Guillaume, je l'avais mentionné, mais Guillaume de Mintora qui nous explique le fonctionnement de la plateforme d'évaluation de cartes en temps réel. Oui, je vous écoute, mais ça, les enfants ne sont pas encore couchés. On arrive de Beauce-Carnaval, désolé d'avoir d'avoir du bruit. Donc, continuez. Merci. Alors, c'est ça. Dans le scan, c'est important parce que du deux côtés de la carte, on va être capable, nous, de faire une meilleure recherche rapidement dans la base de données et après ça, aller chercher les comparables en vente présentement sur eBay pour l'afficher dans la fiche. Puis là, évidemment, quand tu vas scanner ta carte, tu l'as remarqué, là, s'il y a plusieurs variantes, on va dire on a détecté plus qu'une variante, c'est laquelle? OK, c'est celle-là. Et après ça, tu la balances dans ta collection. Ça fonctionne aussi avec les cartes qui sont gradées. Donc, c'est important de la scanner puis de l'envoyer dans la collection, puis ça va dire le prix à ce moment-là également. Oui, ouais, c'est ça, c'était mon prochain point. Dans le fond, c'est pas obligatoire que les cartes soient gradées pour les embarquer sur Mintora. C'est juste que la valeur risque de changer dépendamment de est-ce que c'est une PSA 10 ou est-ce que c'est une carte qui est non gradée. Là, exactement ça. Puis, point important, probablement toute ta collection est probablement publique. Là. Ça veut dire que les gens peuvent trouver ta collection. Parce que si tu vas dans Showcase en haut, tu vas voir les collections des autres membres de Mintora. OK? Fait que là, tu les déroules. Fait que tu peux les suivre. Ceux qui sont, dans le fond, que tu peux mettre dans ton roster, qu'on appelle. Tu fais un repêchage. Fait que tu suis ces gens-là. Puis, si tu remontes en haut, Mathieu, tu vas avoir l'option parce que tu peux trouver le nom de quelqu'un en le cherchant. Disons que quelqu'un dit, hey, exemple, Pascal dit, je suis sur Mintora. Tu pourrais aller marquer son nom, mais tu as aussi l'option Cards. Tu vois-tu à côté du bouton mauve collection? Oui. Fait que ça veut dire que tu peux aller fouiller dans les collections des autres. Fait qu'admettons que tu es en train d'essayer de finir un set où tu cherches une carte en particulier, pouf, tu fais ta recherche, puis automatiquement, on va dire qui l'a dans sa collection, si la personne, évidemment, a mis sa collection publique. Si c'est une collection privée, elle ne va pas apparaître. Ça, là, c'est un bel outil des fois pour compléter un set. Oui, effectivement. Guillaume, on le voit à l'écran, c'est un outil qui est très, très complet. Je le mentionnais en intro, puis c'est une plateforme qui est québécoise. Fait que, automatiquement, nous, c'est sûr que ça nous plaît. Ça vient de chez nous. C'est unique en son genre. Tu parlais que l'idée a germé en fonction de quand tu collectionnais les cartes Pokémon. Puis, bon an, mal an, on a développé cette plateforme-là, mais de nos jours, développer une entreprise, une start-up, c'est quand même assez difficile quand même. Puis c'est quoi qui a fait en sorte justement que cette motivation-là a fait qu'aujourd'hui, Mintora est quand même partenaire de la plus grosse exposition de cartes à Toronto. Vous êtes présent dans les événements, vous êtes présent beaucoup sur le web. Ça a jumpé quand même assez vite, pareil. Là. Bon, on a travaillé fort. On est quand même une belle équipe. C'est pas notre première entreprise qu'on lance non plus. On est supporté par nos entreprises derrière aussi qui sont
sont performantes, qu'on peut dire. Nous, on est des gars de technologie en partant. Fait qu'on a une compagnie de technologie déjà, on est aussi dans l'immobilier. Fait que, on a du support financier qui nous aide pour réussir à lever ça, parce qu'honnêtement, avec juste une carte de crédit, tu t'en sors pas. Là. C'est beaucoup d'investissement. Puis tu le dis, on a travaillé fort autant au niveau de la plateforme, parce que la technologie est importante, surtout parce que c'est le rendu à l'utilisateur qu'il ne faut pas lâcher. Et je te donne quelques statistiques. Aujourd'hui, on est rendu à 13 semaines officiellement du lancement. Dans la plateforme, il y a plus de 680 utilisateurs en ce moment. Ces gens-là ont créé plus de 1360 collections dans Mintara. Et présentement, il y a plus de 56 000 cartes que les gens ont déposées dans leur collection. On ne s'attendait pas à des chiffres comme ça qu'on a lancés en janvier. Là. On s'est dit, si on a 100 utilisateurs, nous, rendus à l'été, on va être contents. Mais là, ça a pris une tournure des plus intéressantes. On a eu la chance aussi, on a travaillé fort. On a passé sur des podcasts vraiment le fun. On a eu une solide chronique avec François Charon, qui fait des chroniques technologiques. On est passé à Salut Bonjour il y a 2 semaines. On continue à avoir de la belle exposure comme ça. On a travaillé aussi avec BPM Sport. On est partenaire avec plein de boutiques. On est partenaire aussi avec vous. D'ailleurs, tu vois, il y a le code promo qui apparaît à l'écran présentement qui donne 10 $ de rabais sur l'abonnement annuel. Donc, l'abonnement annuel, si les gens se posent la question, c'est 69,99 moins 10 $ avec votre code promo à vous. Et par ailleurs, ça, c'est le bout qui est le fun. Chaque abonnement de Mintara vous donne un deuxième accès gratuit. Nous, on l'a développé pour nous, pour nos enfants. Parce qu'on s'est dit, je veux pas que mon gars ait ses collections de cartes mélangées avec les miennes. Fait que ça s'appelle le Family Link. Fait que tu as un deuxième accès gratuit. C'est 2 pour 1 dans le fond Mintara. Fait que lui aussi, il a son propre compte avec ses propres cartes dedans, dans un compte distinct sous le mien. Fait que tout le monde est content, on ne mélange pas nos cartes. Il va falloir, Pascal, parler de ça à David David, on a un rédacteur sur notre site qui collectionne énormément de cartes de hockey. Là. Il y a des tiroirs remplis de boîtes, dont plusieurs qui ne sont pas encore ouvertes. Ils sont scellés, oui. Il a toujours acheté en double. Donc, lui, il a une collection similaire à ce qu'il a, mais toute scellée pour son kid. Fait que je pense que lui, Mintara, ça pourrait y sauver bien du temps, honnêtement. Lui, il achète en double, moi, je fais des enfants en double. Fait que il y a une petite différence de budget entre les deux. Là, dans le fond, tantôt, tu parlais de cartes Pokémon. C'est juste de sport, ça, ou ben c'est aussi Pokémon, Magic, ces affaires-là? Excellente question, Pascal. Présentement, on est spécialisé uniquement dans le hockey. Vraiment. Parce que c'est un monde à part. On le voit ailleurs. C'est très difficile à avoir le juste prix. Trouver des bonnes cartes parce qu'il y a tellement de variantes et tellement de cartes différentes. Donc, on se concentre présentement pour devenir le leader canadien au niveau de la gestion des cartes de hockey. Parce que les gens s'en servent beaucoup pour gérer leur collection. Oui, pour savoir le prix. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on est rendu à plus de 56 000 cartes dans l'application. C'est parce que les gens, là, au lieu de laisser ça traîner dans des tableaux Excel, dans des albums photos sur leur iPhone, enfin, toutes leurs cartes sont là. Fait que peu importe tu t'en vas où, tu t'en vas à un souper avec des amis, puis là, tu te mets à parler de cartes de hockey. Tu sors Mintara, tu dis, regarde, je l'ai, celle-là. Celle-là aussi, je l'ai. Toi, tu l'as-tu, celle-là? Puis le gars, hey, je sais pas, je l'ai. C'est dans des cartables. Faudrait que je t'en revienne avec ça. Mintara, tu l'as-tu? Ouais. Ça, je suis en train de faire l'inventaire de mes cartes Magic. J'ai comme, oh! En tout cas, mais oui, c'est vraiment une belle application. Puis ça, Guillaume, tu sais, on le voit, là, à la base, je suis pas un grand entrepreneur, mais tu sais, reste qu'avec le site, ça reste quand même un projet qu'on bâtit, nous autres aussi, de notre côté. Puis il y a toujours des opportunités, tu sais, qui se présentent. Tu sais, nous autres, ça a été pour le TSLH Espoir, ça a été la pandémie, il n'y avait plus de hockey. On s'est dit, hey, les Espoirs, ils jouent encore. Pascal, c'est un tripeux d'espoir. On va se lancer dans cette branche-là, puis on va voir où c'est que ça nous mène. Puis finalement, il y a eu vraiment beaucoup d'opportunités, des portes qui se sont ouvertes et tout. Dans le domaine des cartes de hockey, on le sait, il y a comme une recrudescence de ça. Fait que tu sais, le timing que Mintara arrive, j'imagine que c'est aussi dans cette lignée-là, tu sais, de l'intérêt des gens pour les cartes de hockey qui est de plus en plus important. Oui, on le voit, puis c'est plus juste, il y a différents types de collectionneurs maintenant. Tu sais, il y aura toujours des passionnés. Tu sais, les passionnés, c'est celui qui veut compléter son set de cartes. Il veut les 236 Upper Deck de telle année. Puis après ça, tu peux avoir le collectionneur, le fin renard. Tu sais, celui que lui, il achète juste des boîtes pour sortir des Young Guns. Puis la première affaire qu'il fait, c'est qu'il s'en va chez Chose Your Grading, il les fait vérifier, puis il les envoie se faire grader. C'est ça, c'est le fin renard. Lui, là, il veut sortir les perles rares, puis sa boîte de 300$, il veut faire 5000$ avec. Puis c'est bien correct.
ça va l'aider, entre autres, à savoir si je me lance dans l'aventure, qu'est-ce que ça vaut les cartes. Puis après ça, mais tu as le gars que lui, il fait ça, ou la fille, évidemment, là, qui fait ça par passion. Il fait un peu d'investissement, il aime ça voir les cartes qu'il y a, il aime ça voir l'évolution. Fait que ça sert à tout le monde. Puis c'est pour ça aussi que dans Mintara, il y a des options pour trouver des cartes dans les autres collections des passionnés, parce que tu peux faire des échanges avec eux. On a aussi un marketplace qui est disponible. Tu peux mettre des cartes à vendre sur Mintara. Il n'y a pas de frais, ça ne coûte rien. C'est un peu comme sur Facebook, là. Entendez-vous entre vous autres, puis faites la transaction. Puis sinon, mais si tu connectes ton compte eBay, tu peux voir les cartes que j'ai à vendre sur mon compte eBay à partir de Mintara. Fait que faire transaction sur eBay, puis ça va être sécurisé, puis tout le monde est content. Le timing, t'es là. Le timing, t'es là, puis on pousse le timing beaucoup aussi avec tout le marketing qu'on met en place. T'sais. Tu l'as dit, comme entreprise, on a parti le brand, le nom, le site web, développer les features dans l'application. On a été aidé par beaucoup de passionnés au début aussi, on va se dire. Puis il faut les remercier parce qu'on a fait un lancement à l'avance avec ceux qui s'appellent les fondateurs, avec un podcast qui s'appelle Show de cartes que tu connais. Puis eux sont embarqués dans le Discord avec nous autres. Quand on a fait le lancement, là, les 2 premières semaines, on a fait des modifications, des réparations, plein d'ajustements. Et on a aussi rajouté des features qu'eux nous demandaient. Fait qu'on a vraiment peaufiné la plateforme aux besoins de l'utilisateur, celui qui collectionne des cartes. T'sais. Puis, y a-tu un système de vouch sur le marketplace, en fond cet acheteur ou bien ce vendeur est fiable, dans le fond? Tu vois, on n'est pas allé jusque-là. On a mis un marketplace en place. Puis, tu sais, en partant, il faut que tu aies payé un abonnement de 69$ pour être sur Mintara. Fait que, si tu payes 69$ pour aller frauder, ça va être c'est rare que ça arrive. Puis, tu sais, on a quand même une vue sur ce qui se passe. Les gens nous font des commentaires s'il se passe de quoi. On a une forme de modération qui se passe, mais on ne va pas jusque-là à ce moment-là. OK. Ben, c'est déjà là. Je pensais que ta question, Pascal, ça allait être est-ce que quand on veut contacter un vendeur, il y a un bouton qui dit cet item est-il disponible? Je jamais curé de ça. Je mets des affaires à vendre sur Marketplace, puis ben, ça t'intéresse? Ben, c'est intéressant parce que ça devient. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que ça devient. Puis on le voit, mettons, il y a les coureurs, Strava, ça devient un réseau social de coureurs. Puis, il y a plein d'exemples comme ça. J'ai l'impression que Mintara se développe aussi en un réseau social de collectionneurs de cartes de hockey. C'était-tu un des objectifs initiaux ou bien ça s'est bâti tranquillement avec les features que vous avez ajoutés? On a décidé rapidement d'y aller du côté social pour que les gens puissent partager leur compte Mintara. Puis là, à cette heure, on a mis des nouveaux features. Tu peux changer l'image, le background. Il y en a plein qui ont commencé à le faire. Ça commence à être encore de plus en plus beau. Mais je vais vous partager une information que je n'ai pas dit à personne jusqu'à date. Parce que vous allez comprendre pourquoi je veux le partage à vous en premier. C'est que nous, on est dans l'immobilier, OK? Puis dans l'immobilier, il y a des gens qui ont tout défoncé au niveau de la prise de valeur de marché puis qui ont développé un brand qui s'appelle PMML, OK? Puis eux sont très forts, ils ont des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, courtiers d'assurance. Et où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que ça fait des années qu'ils gèrent beaucoup de data au niveau de l'immobilier. Et eux, ce qu'ils font, à chaque année, ils font le rapport de l'immobilier basé sur le data qu'ils ont. Et à la grosseur qu'ils ont, ils ont tout le data de l'immobilier au Québec entre les mains. Fait que je fais ce petit parcours-là pour vous dire que nous, ça nous a inspirés, puis on le savait depuis le début qu'en avançant dans le temps, on va en venir à ça aussi. Parce que vous êtes des gars statistiques aussi. Avec tout sur le hockey, vous sortez des stats sur les espoirs, les recrues. On s'en vient, nous, avec ça, avec Mintara également, pour devenir encore une fois la référence sur le marché puis dire, mais regarde, dans la dernière année, voici la progression. C'est quoi les 10 meilleures cartes? C'est quoi les 10 pires cartes? C'est quoi les cartes qui ont viré de bord? C'est où les statistiques? Comment je devrais travailler mon pool de cartes? Fait qu'on va en venir vraiment avec des statistiques précises à chaque année pour que ça devienne un peu le cahier de bord, un peu le Beckett quand t'es petit, qu'on allait acheter, qu'on voyait vers des cartes, mais là, on va sortir à la place d'un triangle vert, d'un triangle rouge à côté de la carte, là. Oui, c'est en plein ça. On s'en vient avec ça, les boys. Ouais. Ben, l'échantillonnage est énorme, là. Fait que c'est sûr qu'à mesure que ça avance et que ça grossit, ça va être tout qu'un pool de données, là. Puis c'est-tu dans la vision de Mintara de dresser un petit peu les tendances? Quand tel joueur commence à produire en série, on note une augmentation de la valeur, mais lorsqu'il se blesse, il est échangé. Puis ça, c'est-tu des choses que dans le concret du hockey, on va être capable de dresser aussi comme analyse? C'est un peu le but, OK? C'est de dire, ben, regarde, pourquoi ce joueur-là a pris de la valeur? Raison potentielle, tout.
C'est lui qui a marqué le plus de buts dans une série. Il s'est blessé. Il a été échangé. Il est mort. Tu sais, on est capable de dire. Puis là, je peux pas qu'il est mort parce que ça peut être une carte de 82, puis le joueur il est rendu à 96 ans aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, il y a tellement une fluctuation qui est dure à prédire dans une carte de hockey. En effet, on va tenter d'expliquer les changements drastiques de valeur basés sur le data qu'on a et les événements pour faire des événements croisés, comme on dit. Faire des bons textes, ça. Tout à fait. Effectivement. Il y a de la création de contenu. Il y a de la création une plateforme de d'écriture. Je remets le code promo aux gens là, qui nous regardent sur YouTube. Pour ceux qui sont à l'écoute en audio, c'est TSLH10. Il est dans la description de l'épisode. C'est pour donner 10 $ de rabais sur l'abonnement Mintora, un abonnement annuel. Guillaume, j'écoute tes propos depuis tantôt. Moi, je trouve ça franchement intéressant. On a repris un peu la piqûre des cartes de hockey. Moi et Pascal, comme je t'expliquais, on en rouvrait lorsqu'on en avait encore sur le podcast. Mais y a-tu un moment donné, dans tout ce que tu nous expliques, là, y a-tu un moment où tu t'es dit, hey, pour vrai, là, je pense que là, il y a quelque chose. On tient de quoi? Il y a quelque chose qui est arrivé, puis on se dit, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment devenir big, notre affaire. Y a-tu un moment précis où c'est arrivé? Il y en a plusieurs. Le lancement s'est fait un lundi, puis le vendredi, on avait déjà 80 clients. Ouais, quand même. Puis là, dans un brand qui n'existe pas, dans des petits marchés qu'on a fait des lancements très, très minimales. On n'a aucune pub. Le site web est en version 1. Puis, tu sais, version 1, on la connaît pour tout le monde. Ça ne ressemble plus à ça pendant tout aujourd'hui. Fait que ça, on a comme fait, oh wow. Puis, tu sais, je fais un parallèle. J'ai parti d'autres business dans ma vie. Puis après 1 an et demi, on s'est dit, bon, là, on a dépensé des centaines de milliers de dollars. On a combien de ventes? Aucune. Je pense qu'on va arrêter ça là. Et ça m'est arrivé à plus qu'une fois. Fait que là, tu te dis 80 clients, 4 jours d'ouverture, c'est bon signe. Mais là, après ça, on travaille des features. Mais je te dirais après ça qu'on a pogné les 100 premiers clients, les 500 premiers clients, mais après ça, qu'on a vu aussi la rapidité que les gens mettaient des cartes dans leur collection. Tu sais, je vous rappelle que là, présentement, on a plus de 56 000 cartes dedans en ce moment. Là. Fait que tu sais qu'on a payé 10 000, on capotait 20 000, on était comme, what the hell, ça va finir à combien? Puis là, on est rendu à 56 000, puis ça fait 13 semaines qu'on a ouvert l'application. Fait que ça, c'est tous des points qui nous disent, les gens, non seulement ils veulent savoir le prix, mais surtout bien gérer leur collection. Puis c'est pour ça que dans les collections maintenant, tu peux faire des sous-collections aussi. Parce qu'avant, c'était une collection en dessous de l'autre. Maintenant, tu peux faire une collection, une sous-collection, une sous-collection. Fait que tu peux être encore plus précis dans ta gestion de tes cartes. Genre les classer par équipe et tout ça, genre. Ça serait possible. Là. Exactement ça. Tu sais, il y en a qui les classent. Ils font l'année de la série de cartes, l'équipe, les joueurs. Okay. Fait que ça peut être très, très. Tu sais, il y en a, je vais vous dire, là, il y en a qui sont craqués, c'est un méchant temps dans l'application. Les tapes sur le bâton noir, les tapes sur le bâton blanc. Ouais, ça va apparaître tranquillement pas vite. Fait que là, tu sais, on le voit ça aussi. Puis tu sais, il y en a au début, ben là, ils se faisaient des albums qui étaient marqués carte à vendre. Fait que c'est pour ça qu'on s'est rendu compte, là, un peu, là, on est rendu avec 22 albums, carte à vendre, on va faire un marketplace. Ben oui, c'est sûr. Puis là, dans le fond, une fois que tu as scanné ta carte, tu l'as ta collection, plus tu fais comme, bon, je vais l'annoncer, tu cliques sur un piton, puis elle se bascule dans le marketplace automatiquement, tu n'as pas besoin de rien faire. Puis ça fait la même chose pour eBay en passant. Quand tu connectes ton compte eBay, tu fais cliquer ici, envoyer sur eBay, puis il te reste 2-3 affaires à remplir, puis il est déjà écrit, puis la photo est là. C'est des bons raccourcis. Oui, fait que c'est ça qu'on a. Pascal, c'est le bon terme. On a voulu faire ça facile. Des raccourcis, de la simplicité, puis après ça, ça fait que monter. C'est pas pour rien qu'on est rendu avec autant de cartes. Pascal, avec cette application-là, notre pack battle de l'année prochaine, il n'y aura pas de ouais, mais là, Carter Mazur, il est meilleur que Jake Livingston. Non, là, on va shooter ça dans Mintora, on va le savoir. On va le savoir, c'est qui va gagner. Pourrait le faire on pourrait le faire en rétro. Tu pourrais le faire aussi, puis tu peux le faire à l'émission ou tu peux le faire après l'émission, puis partager ta collection. Tu peux, ça, c'est la collection à Pascal, c'est la Mathieu. Allez voir le battle live. Ça prend la collection du podcast qui s'appelle, puis chacun vos cartes, puis là, vous les comparez. Tu sais. Ah, il y a de quoi à faire, Pascal. On va prendre des notes. On va prendre des notes. Guillaume, une dernière question avant de te laisser. Version bêta, version
6, 7, 8, y a-tu des grosses choses qui s'en viennent sur l'application Mintora? Puis, tu sais, on parle de bêta, c'est-tu parce que c'est encore en test présentement? En bêta, c'est parce on est encore en train de faire tellement d'ajustements dans les différents features. OK? En passant, tu sais, Amazon était bêta pendant 12 ans. Là. OK. Juste dire, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas parce que c'est bêta. Là. C'est juste qu'à un moment donné, on va en arriver à un moment qu'on va dire, bon, là, les fondations sont solides, on est stable. Là, les gros prochains moves, évidemment, mais là, ça va être l'application Apple qui va être disponible bientôt. Elle est disponible en Android en ce moment. Il n'y a pas de problème, elle va super bien. Apple, ça s'en vient, ça va être un gros move. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui se passe, c'est que pour ouvrir votre compte, vous allez sur Mintora.com, puis il y a une section Commencer ici. Vous choisissez votre plan mensuel ou annuel. Vous mettez votre code promo, vos informations, puis ça clique. Puis là, on est même rendu connecté avec Google Pay et ces choses-là. Fait que c'est encore plus facile d'ouvrir son compte. Il y a moins d'irritants. Fait que c'est pas mal ça, les gros prochains moves. Puis, on va avoir d'autres surprises qui s'en viennent à l'automne. Je vous ai déjà dit un de nos gros features l'année prochaine qui va être le fameux rapport Mintora, qui n'a pas encore de nom aujourd'hui, là. Mais on vous l'annonce, là, ça s'en vient évidemment, là, puis ça va faire partie des grosses nouveautés de la prochaine année. Mintora.com, l'application est disponible sur Android. Puis c'est vraiment, là, vraiment intéressant, honnêtement. C'est super clair, très facile d'utilisation. J'ai des gens là, que j'ai référé l'application, sont rentrés. Moi, en tout cas, j'ai eu des taux de satisfaction assez unanimes. Là. Fait que je vous invite à aller visiter ça. Toutes les informations vont être dans la description de l'épisode et de tous les épisodes parce qu'on est partenaire avec Mintora avec le code promo TSLH10. Peut-être un dernier point, pour ceux qui sont Apple, là, l'application fonctionne quand même sur votre téléphone intelligent. C'est juste que tu le mets en signé ou tu y vas avec ton navigateur web. Ouais. Fait que, ça fonctionne très, très bien. Ça va être la même interface. Il n'y aura pas de différence pour l'application. Yes. Guillaume Saillant, merci beaucoup d'être passé sur le TSLH Podcast. C'était un plaisir, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de podcast. À très bientôt. Yes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Pascal, dans Sous le radar cette semaine, le tournoi U18 qui a eu lieu v'là quand même quelques jours, puis on voulait y revenir sur le TSLH podcast. T'as regardé le tournoi, t'as certains, bien évidemment, il y a des joueurs du repêchage 2026 qui étaient en action. Quelques joueurs du repêchage 2027 également, je crois. Fait qu'on va faire un petit tour d'horizon. Avant de commencer, Pascal, je veux revenir sur quelques questions qu'on a eues en privé sur Patreon. Puis ça vient de Cédric. Pour la suite des choses cette saison, pour le podcast, oui, mais surtout pour les espoirs. Sur le site web, on a commencé à partager nos profils de repêchage, nos profils de joueurs qui vont mettre en avant-plan les citations, les quotes du guide. Donc, on les insère dans nos profils. Ce n'est pas toutes les quotes qu'on va mettre. Fait que oui, il va rester des choses à consulter, évidemment, dans le guide final, le guide de 2026. Autre question pour le podcast. La formule va rester la même que l'année passée. Donc, Pascal va faire un top 32 audio-vidéo avec montage vidéo également. Un podcast qui durera XY nombre de temps, là, mais on va le scinder en plusieurs épisodes pour les plateformes publiques. Sur Patreon, ça va être évidemment en exclusivité. Dès que ça va être terminé d'enregistrer, les membres Patreon vont y avoir accès. Petite nouveauté, on nous a posé la question en privé. On ne veut pas faire de promesses absolues parce que tout peut arriver dans la vie occupée qu'on a, moi et Pascal. Mais c'est dans les cartons que Pascal ferait un top 33 à 64, audio et vidéo, mais très simpliste, simplement pour venir expliquer sa liste et venir présenter les rangs de 64 à 33. Je pense que tu ris sur le mot simpliste. Ouais. Parce que... Bon, c'est good. 64, ça va être ce joueur-là. Pourquoi? Parce qu'il est bon. 63, ça va être ce joueur-là. Pourquoi? Parce qu'il est un peu meilleur. Il est un peu meilleur. Ça va être ça. Ça serait malade. Exact. Mais c'est ça, fait qu'on on veut pas promettre, mais c'est ce qu'on aimerait faire pour la fin de saison. Puis ce serait quelque chose qui serait exclusif aux membres Patreon. Exact.
Pour les membres Patreon, forfait là. Fait que let's go, rugueux et pas un scout, vous allez avoir accès. Fait que c'est ce qui s'en vient. Autre question, ben Cédric, il demandait, ouais, Matt, tu vas-tu recommencer à scouter? Bon, ben, pas cette année. Ouais, comment, fais comme... Puis, ouais, vas-y. Breaking news, 14 mai à un mois du repêchage ou presque, non, je ne recommencerai pas à scouter cette Il y a année. des journalistes populaires qui le font. Ouais, exact. Mais c'est ça. Il y a des choses qui se travaillent présentement avec le site, avec le podcast et tout, puis je suis bien gros là-dedans, fait que j'ai encore pas le temps de m'investir là-dedans. Mais Matt avec pas le temps. avec pas de temps. Exact. Puis j'écarte pas la possibilité que je recommence parce que reste que j'aime encore ça, mais c'est ça. J'ai autre chose à gérer. Tant et aussi longtemps que je vais porter autant de chapeaux dans le toutsurlehockey.com, ça sera pas possible. Okay. Ouais. Le gars, il a trop de casquettes. Ouais, exactement. Ouais, je pourrais faire le gag à un moment donné, genre d'avoir quelques casquettes puis m'en mettre genre 8 sur la tête. Bref, ça serait vraiment pas drôle, mais moi tout ça, c'est des casquettes, moi. On fait le ménage du sous-sol. Exact. Puis le dernier petit point, ben cette année, avant, il y avait Seb qui faisait une vidéo finale que je l'accompagnais pour la faire. Là, il va y avoir Pascal cette année. Simon Servant va faire son top 32 en vidéo avec les explications, mais ça va être sur sa chaîne YouTube. Fait que ça va se trouver à cet endroit-là. Puis Simon Saint-Laurent va partager son top 32 à l'écrit sur le site également. Fait que la formule reste quand même grosso modo comme l'année passée. Là, je vous dirais, il n'y aura pas de surprise. La seule différence, c'est que le guide cette année va être disponible sur Patreon seulement. Fait que si vous voulez avoir accès au guide régulier cette année, ça va prendre un forfait à partir de 2 $ pour avoir accès au guide de cette année, mais aussi au guide des autres années. Vous pouvez télécharger. Une fois que vous avez votre forfait, vous pouvez télécharger les autres versions du guide. Puis les forfaits rugueux et plus, vous allez avoir accès au guide Deluxe qui vient mettre des observations des espoirs du Canadien. Fait qu'il y a Pascal, moi et Jess qui va participer à ce bundle supplémentaire-là. Dans le fond. Niveau visuel, ben, c'est un peu comme l'année passée, le visuel d'un profil, là. Une page d'un espoir, là. Ça va être un peu comme l'année passée avec des petits boutons, là, des petits boutons pour aller vers les liens. Mais un peu plus épuré, un peu plus fashion. Puis dans le fond, tu sais, dans le guide de luxe, j'avais fait des évaluations de quand je pensais qu'il allait être repêché, le joueur, ça allait être quoi son rôle, s'il allait faire la nationale de hockey. Puis je reprends un peu la même formule, mais ça va être dans ma section, tu sais, au niveau des quotes, là, Pascal Lapointe, Simon Servant, puis voilà, puis Martin Thériault. Mais dans ma section, c'est là que les évaluations vont être, parce que pour être sûr et certain que le monde comprenne que c'est pas la vue de tout le monde, la vision de tout le monde, la projection de tous les membres du TSLH Espoir, c'est juste la mienne. Fait que, tu sais, c'est Laurent qui m'a fait des commentaires l'année passée, j'étais comme mais c'est vrai que, tu sais, j'avais fait une légende au début pour être sûr que le monde comprenne, mais en le mettant dans chaque, je pense que ça va être un peu plus visuel, comme quoi c'est mon évaluation à moi, donc je ne vais pas entraîner les autres dans mes bons coups ou dans mes moins bons. Ce qui arrive probablement plus souvent. Exact. Puis tu l'as mentionné, Pascal, Marty va être de retour avec nous autres. Il a déjà commencé à fournir du contenu pour le guide. Yes, donc, on est bien content de pouvoir compter sur Marty du podcast La Relève. Bref. Un homme occupé. Oui, exact. Ceci étant dit, tournoi U18, Pascal, qu'est-ce qu'on retient de ce tournoi-là? Puis là, je te laisse vraiment la parole parce que sincèrement, je pense que c'est la Suède qui a gagné, mais je ne sais même pas contre qui. C'est à quel point je n'ai pas suivi ce tournoi-là. Là. Fait qu'est-ce qu'on retient de ce tournoi-là, Pascal? C'était un bon tournoi. C'est le fun à le regarder, mais c'était pas... C'est pas tant une bonne... Tant grosse cuvée, très, très diversifiée selon les pays. Tu sais, dans plusieurs pays, il y avait très peu de joueurs qui m'intéressaient à voir jouer. Tu sais, comme la Tchéquie, la Slovaquie, d'habitude, tu es capable de voir des joueurs qui étaient intéressants, même les Suisses, la Norvège, tout. Mais cette année, et là, c'était pas... il n'y en a pas beaucoup. La Suède, les États-Unis, c'était intéressant de les voir jouer. Le Canada aussi, quand même pas mal intéressant. Mais à part ça, c'est l'Allemagne, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est dommage, mais il faut faire notre devoir ailleurs. Puis, ben, c'est ce qu'on a fait au TSLH Espoir. Puis, ça fait en sorte que
De plus en plus, il y a des espoirs européens qui vont en USHL, en NCAA et dans la CHL au Canada. Puis ces équipes-là, ils vont en série, loin. Fait que souvent, ils vont rester des fois dans leur équipe junior. Fait que, tu sais, j'ai pas les chiffres de ça cette année passée puis tout, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, est-ce que ça a un impact? D'après moi, oui. Mais c'est ça. Fait que ça fait en sorte que le Canada n'est jamais vraiment fort à ce tournoi-là parce que justement, les meilleurs joueurs sont pas là. Mais puis c'est fun pour ça parce que c'est un peu plus de parité. Mais là, la parité, c'est pas parce que elle était là parce qu'il n'y avait pas tant de bonne équipe. Et il y a quand même des gros pointages, mais tu sais, c'est la Suède qui a gagné 9-1 contre 1, que l'autre avait gagné contre un autre, mais là, ils vont perdre contre l'autre. En tout cas, c'était comme. Il n'y avait pas beaucoup de logique. C'est vraiment là, du chaos. Ma blonde fait imagine que le Canadien a scoré. Qui? C'est une joke. Non, fait que c'était un peu tannant à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était vraiment chaotique. C'est le mot à retiendre, à retenir. Retenir, ça existe comme mot? À retenir pour ce tournoi-là, c'est le chaos. On aime ça, le chaos, nous autres. Ça te permet de trouver des perles, mais là, pas tant. Il y en a un peut-être que je connaissais pas avant. J'ai été quand même content de regarder, mais je ne dis pas c'est qui. C'est une joke. Par quel pays tu veux commencer? Je me parle beaucoup, Maxime, mon frère Maxime. Excuse-moi, Matt, ton micro est fermé. Ça se faisait longtemps. Est-ce que le joueur qui t'a impressionné était Timothée Kasda? Non, c'était pas lui. Non! Hey, non. Hey, parce que, écoute, j'ai fait le profil, j'ai mis en place le profil d'Alexander Common, qui était... J'ai mis des stats, puis j'ai mis tes commentaires. C'est pas moi qui ai fait le profil, bref. Puis j'étais allé regarder les statistiques de Common pour le U18, puis je me suis rendu compte que Timothée Kasda était premier marqueur du tournoi. Ça, c'était un gars qui, à l'époque, il y a 2 ans, je pense, j'avais à l'œil pour que ce soit le prochain Juraj Slavkovski. Statistiquement parlant, du moins dans son développement, il était supérieur à Slav puis à Dvorsky à son âge. Fait que je pensais que c'était lui que tu avais découvert. Mais sinon, Pascal, c'est quel joueur qui t'a impressionné que tu connaissais peut-être moins dans ce tournoi-là? C'est un Suédois. Il s'appelle Mans. Il s'appelle Monsieur. Au fond, c'est Mans Gun. Son nom est un peu spécial. Là. Et dans ma première page, j'ai pris des notes. Écoute. Et dans ce genre de tournoi-là, comme le Linka, le U18, prendre des notes est une chose qui est vraiment nécessaire parce que sacrément qu'il y a du monde à regarder jouer. Ouais. Et tu peux pas tout te souvenir tout le temps. Veux-tu finir par le trouver? Numéro 7 de la Suède. Mans Gunmundsson. Je le connaissais zéro. C'est un défenseur de pieds 4, pieds 3, pieds 4. Quand même un bon patin. Puis il met vraiment, vraiment robuste. Tu sais, cette année, il y a quand même une coupelle de joueurs qui adorent ça, donner des petits coups d'épaule ou des petits coups de hanche le long de la bande. Puis lui en fait partie. C'est pas le plus destructeur du repêchage, là, celui qui aime le plus arracher les têtes, mais il est quand même pas loin du top 5 du repêchage à ce niveau-là. Il va falloir que j'aille le regarder en Suède. Là, c'est dans les plans, c'est dans les boîtes, comme tu as dit tantôt, pour aller le regarder. Mais ça, après le sifflet, il se donne, il fait chier un peu l'adversaire, c'est ce qu'on aime beaucoup. Offensivement, il est très safe. Il n'y a pas de jeu spectaculaire, mais il y a un bon patin pour vraiment se promener le long dans les bleus, pour se séparer de la bande, dans le fond, pour vraiment aller occuper le milieu, mais c'est jamais pour vraiment s'ouvrir des lignes de tir ou bien s'ouvrir des lignes de passe. C'est pour s'ouvrir des lignes de passe pour attirer les défenseurs à lui, les attaquants adverses à lui, puis s'ouvrir le jeu un peu, mais c'est jamais pour faire de la créativité incroyable, puis des jeux spectaculaires. C'est vraiment plus pour se donner des options sécuritaires pour faire la distribution de rondelles. Puis, tu sais, ça ne démontre pas un talent incroyable offensivement, mais c'est juste, il y a quand même une bonne conscience offensive pour faire des jeux, puis pour pas faire tuer le jeu en plus. Puis, au niveau de la pression, il gère vraiment bien ça, une bonne première passe aussi. Je ne l'ai pas vu faire grands erreurs. Là, c'est peut-être des passes imprécises, des fois qui donnent des dégagements refusés. Mais ça arrive, ça, n'importe qui. Jack Hay, ça y arrive souvent. Hudson, ça y arrive souvent aussi. Fait que c'est pas un grand problème. Mais il utilise beaucoup les
les zones libres, hein, il envoie la rondelle là, puis tu sais, c'est sous pression, puis tout. Tu sais, c'est pas un gars qui va se débarrasser de la rondelle, puis que son équipe va se ramasser dans le chenoute. C'est quelqu'un qui a une bonne prise d'information, puis déjà là, ça me donne. Oui, Cynthia. Ça donne une bonne idée qu'il y a un bon petit potentiel pour le hockey professionnel. Habituellement, Pascal, le U18, c'est le tournoi des Américains en tant que tel. Parce Oui. que le programme de développement américain, évidemment, s'entraînent, jouent ensemble durant toute la saison. C'est principalement pour cette compétition-là, là, on s'entend. Ouais. Est-ce que c'était... on sait, le programme cette année était plus faible, pas mal plus faible. Est-ce que ça a été à la hauteur de ce qu'on s'attendait du côté des Américains où ils ont su quand même se démarquer dans ce tournoi-là? Hey, ils n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont vraiment pas été bons non plus. Tu sais, dans le défi contre la CHL, en fond, contre les meilleurs joueurs au pays, au Canada, ils ont quand même été vraiment bons versus eux autres, versus la CHL avait vraiment une meilleure équipe contre l'USC, mais l'USC, la chimie puis la façon qu'ils jouaient, ils ont battu à cause de ça. Mais sur un tournoi avec autant de matchs, contre des équipes européennes, ça fait quand même longtemps qu'ils jouent ensemble. En Europe, là, ils ont beaucoup de Five Nations, Four Nations, ce genre de tournoi-là, depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Puis on a vu quand même qu'ils ont pogné un petit mur à ce niveau-là. Puis c'est là la qualité de l'équipe a ressorti, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent tout seuls. Beaucoup de petits joueurs, c'est vraiment une petite édition à l'attaque, puis aucune espèce de talent à l'arrière. Tu sais, oui, il y a Luke Scherer, peu importe, 6 pieds 3, défenseur droitier, mais sous pression, il y a de la misère avec la rondelle. C'est un gars qui a un bon patin smooth, mais il crée rien, puis ses décisions, la prise d'information n'est pas bonne. Et il y a A.J. Francisco, qui est défenseur de 5 et 11, un droitier aussi. C'est là comme le principal moteur offensif, mais les erreurs, mon homme, là, ça n'avait aucun sens. Tout ce qui peut, la loi de Murphy, là, tout ce qui va mal se passer, va se passer. Là. Fait que, souvent, il fait des beaux jeux. La rondelle, c'est comme si elle pesait rien sur sa palette, mais il est tellement à risque. Là, en tout cas, j'ai vraiment pas trouvé bon. Puis il tue beaucoup d'occasions. Fait que t'as des gars comme Wyatt Cullen qui gardent la rondelle vraiment beaucoup pour faire les jeux parce que la défensive n'est pas capable. Mickey Burchild aussi, mais c'est ça. La principale cible au niveau des États-Unis, c'était Wyatt Cullen, le gars qu'on entend le plus parler. Il y a plusieurs personnes qu'après le tournoi, au début de l'année, que c'est devenu leur carte cachée. Mais bon. Ben là, c'est ça. Là. Moi, c'est là que je voulais aller voir avec toi, Pascal, parce que dans les plus récentes listes, puis là, j'embarquerai pas dans la liste de Corey Pronman, là, parce qu'il va falloir lancer un segment clickbait encore. Là. Mais, oui. As-tu connu un tournoi qui justifie justement qu'il apparaisse soudainement quand même assez haut dans certaines listes? Tu sais, il y a beaucoup de talent. C'est la même affaire que Trevor Connolly, en fait. Mais vraiment moins selfish, là, vraiment moins je m'en fous des pénalités, là, vraiment moins discipliné. Mais la rondelle est à lui, elle demeure à lui. Et il s'en va souvent dans des places qui sont complètement bouchées. Puis il s'en sort à cause de son patin quand même assez fluide. Un des meilleurs patineurs, sinon le meilleur patineur du repêchage, comme je l'ai dit dernièrement. Puis ses habiletés avec la rondelle, sa finesse, puis tout. Mais tu sais, ça se transpose pas super bien au niveau supérieur. Puis souvent, il voit pas l'option. Il y a l'option safe qui est arrivée 2 secondes plus tôt, puis là, il va choisir trop tard. Fait qu'il y a vraiment, là, il fait des jeux à haute vitesse, mais sa capacité à analyser puis à prendre la bonne décision à haute vitesse n'est pas nécessairement au point. Puis ça, tu sais, miser sur un joueur de même, avec un très haut choix au repêchage, t'as le potentiel d'avoir un coup de circuit, mais t'as un potentiel d'avoir un coup qui pogne qui est une fort ball, une fausse balle. Fausse balle, oui. Oui, pour les termes baseball, Pascal, tu peux demander à Bibi ici. Je devrais J'allais dire foul play, mais faut pas dire ça. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment un mangeur de puck. Vraiment, vraiment solidement un mangeur de puck. Puis est-ce que c'est un mangeur de puck parce que il n'y a pas les éléments
autour de lui pour le compléter? Est-ce qu'il voit pas les jeux? Ou qu'il veut juste produire lui-même? Ben ça, je sais pas, je peux pas y parler. J'ai plus l'impression que c'est parce qu'il a pas les éléments en place puis il voit pas les jeux qu'il veut faire. Je pense que dans une meilleure équipe, il va ressortir, puis c'est ce qui me fait dire que le talent est là, mais ça, c'est assez difficile de vraiment mettre sa maison aux enchères pour ça. Là, sa maison en gage pour dire ce gars-là, quand il va jouer avec des meilleurs joueurs, je suis sûr qu'il va être excellent. Je peux vous garantir ma carrière là-dessus. Un peu plus de misère, mais niveau talent, il est dans les meilleures mains, les meilleures fins, de la meilleure créativité. C'est juste que le 2 secondes, des fois que ça prend. Et des fois, le hockey, c'est une question de timing puis d'erreur. Puis des fois, c'est vraiment évident que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, puis il fait pas, il garde un peu plus, puis il tue le jeu, ou bien ça l'envoie complètement ailleurs, ou bien il l'envoie un tir. Son tir est pas incroyable, là, mais il l'envoie dans la baie vitrée, puis ça fait dégagement. Là. Il a fait des erreurs aussi, qui était le dernier gars en arrière à la ligne bleue, puis ça a fait perdre des matchs, ou bien ça fait faire un but au bord. Là, il y a plusieurs affaires qui se règlent pas nécessairement juste avec des vidéos. Fait que c'est quand quelque chose se règle pas, comme j'en ai parlé, Keaton Veroff, beaucoup de ses erreurs, ou bien ses défauts se règlent avec la vidéo. Wyatt Cullen, non. Fait que c'est pas une question de te brider, là. C'est vraiment, au niveau de ses lectures, de sa prise de décision, ça, je sais pas si ça va pouvoir être cassé, un peu comme Joshua Roy, même affaire. Et c'est pas de la vidéo qui va régler Joshua Roy, parce que Joshua Roy était vraiment intelligent, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse sur la glace, mais rendu ça à la glace, c'est là que ça fonctionne pas bien. Ça se fait pas. Exact. Avais-tu d'autres points à nous présenter, Pascal, au niveau du tournoi U18? Oui, on peut faire un gros tour. C'est sûr que là, il y a le match, là, mais au niveau des USA, j'ai beaucoup aimé Dane Bucher. Je crois que Simon Servant l'aime bien. Si je me souviens bien, là, il y a comme 2 nationalités. Je sais pas si c'est un Allemand, mais ou bien un Suisse, je me rappelle plus, mais c'est sûrement Bucher. 5 et 10, c'est un droitier, il joue au centre. Il y a tout ce qu'il faut. Un peu comme Vincent Rara, mais moins c'est pas une peste, là. Mais il est responsable défensivement, il a un bon patin, très bonnes habilités avec la rondelle, un bon tir aussi précis, il sait où se placer, il coche absolument toutes les cases. Je ne connaissais pas beaucoup ce joueur-là, parce que le programme cette année, je tripais pas bien. Mais vraiment, c'est pas une carte cachée, parce que c'est un des centres d'impact du programme américain. C'est pas une carte cachée. Là, un joueur du programme américain, c'est pas une carte cachée. Mais à 5 et 10 pour un choix de milieu de repêchage ou une 4e, 5e ronde, ça, je n'hésiterai pas pendant tout parce que l'intelligence est là. Il sait quoi faire sur la glace. C'est juste, est-ce que le physique va venir? On ne sait pas. J'ai pas adoré Casey Murtrin, le 6 pieds 3 droitier. J'ai trouvé vraiment fade. Oui, plaque, mais il a été vendu par plusieurs comme un choix de première ronde potentiel à cause de sa férocité et tout. Non. Dans ce tournoi-là, il n'y en avait pas. Même tout le long de la saison, c'est pas quelqu'un que j'ai apprécié à ce niveau-là. J'aime mieux Sammy Nelson, de 6 pieds 2 droitier, qui me semblait un peu plus dangereux offensivement, aller plus devant le filet, plus impliqué physiquement, meilleure constance dans ses décisions, mais dans son implication aussi. Puis Victor Plante, qui est comme un peu, je pense que c'est le frère de Max, le même genre de profil. C'est-à-dire qu'il se donne tout le temps, puis il est tout le temps à fond sa glace, puis qu'il a un très bon patin. Suède. Peux-tu embarquer dans Suède? Absolument, absolument. Je te laisse. Je m'abreuve de tes analyses. Je vais point par point. Alexander Common a été excellent, mais il aurait pu être meilleur. Mais une des affaires dans le fond, moi, je ne l'ai pas vu depuis janvier. Dans le fond, on a fait notre liste en février. Puis je ne l'avais pas vu depuis les matchs de janvier. Puis écoute, c'est plus un gars soft. C'est le fun, ça. Enfin, au début de l'année, c'est le seul affaire qu'il n'y avait pas, c'est que son patin est bon. C'est un gars excessivement intelligent, qui est tout le temps en appui, partout sur la glace. Il sait quoi faire. Offensivement, il est créatif. Il passe à la palette. Il sait comment s'ajuster à une passe pour faire un tir sur réception. Tout. Son tir n'est pas incroyable. Il a un bon instinct proche du filet, des mains rapides et tout, mais c'est pas un marqueur qui va faire 30, 35 buts, 40 buts. Là. C'est pas vraiment plus un fabricant de jeu responsable.
Puis c'est un gars soft, c'est-à-dire que oui, il allait dans les coins, puis tout, mais c'est pas un gars qui plaquait et tout. Mais là, c'était dans le U18, j'étais comme, depuis quand ce gars-là plaque? C'est depuis quand qu'il se venge? Puis je l'ai parlé à Saint-Lô, puis il dit, ouais, c'est depuis vraiment la moitié, après les fêtes, il a vraiment commencé à être plus physique. J'étais comme, pas loin de joueur parfait, ça. En plus, il y a un nom de vedette. Il aurait juste apporté le numéro 96, puis c'est le joueur vedette, c'est un joueur parfait. Bon. C'est mon numéro préféré. Elton Hermanson, un peu la même chose que d'habitude. Dans le fond, excellent patin, excellent tir, vraiment dangereux, mais pas tout le temps impliqué. Des mauvaises décisions une fois de temps en temps avec la rondelle, les passes molles, les passes molles par en arrière, un défenseur, ben soulevé qui pogne un bâton. Ça arrive assez souvent, mais niveau, quand il se décide d'aller vers le filet, il est vraiment dangereux dans ce repêchage-là. Il me donne un peu une vague de Alexander Holtz. Mais un peu plus diversifié, mais il y a une game B pareil, parce qu'il est plus physique pas mal. Là. Mais dans le fond, il a un excellent tir. Puis plusieurs petites lacunes, mais au moins, il est un peu plus physique. Mais son patin, il manque de quoi. Marcus Nordmark. Ce sacré Suédois-là. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est vraiment là, c'est un joueur que quand il se décide, ben, il prend les bonnes décisions. Quand il prend les bonnes décisions puis qu'il se casse pas trop la tête, c'est un des plus beaux talents de ce repêchage-là, même du tournoi. C'est vraiment un bon joueur, mais trop souvent, il se laisse glisser, il prend pas les bonnes décisions, il laisse des rondelles aller, il s'implique pas en fond de territoire, un peu comme Bowen Byron, un vrai pissou. Fait que c'est ça, c'est vraiment un joueur frustrant. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il est capable, parce qu'il est capable d'être vraiment rapide, puis impliqué, puis un bon moteur, mais c'est pas tout le temps le cas. Malte Gustafsson, un gros défenseur qui a joué en SHL cette année, il était bon. J'aimerais ça le voir un peu plus offensivement, mais c'est pas sa chaise, ça sera jamais sa chaise. Ça sera pas un gars offensif, ça va être un gars physique, défensif, puis c'est exactement ça qui a été dans le tournoi. Impliqué physiquement, il a fait des grosses mises en échec, des gros jeux défensifs aussi. Là, je l'ai bien aimé à ce niveau-là. C'est un peu le même profil que William Atkinson. C'est un peu le même profil. J'aime mieux Atkinson, mais c'est dans le même tiers, si on veut, de joueur physique, qui joue contre des zones toute l'année, qui est bon en transition, mais offensivement, on n'a pas vu beaucoup. On a peut-être vu un peu plus de Gustafsson qu'Atkinson, mais ça sera pas un gars offensif. Il y a Hugo Sorensen qui a fait quand même écarquer plusieurs yeux durant le tournoi. C'est un gars vraiment, vraiment rapide, fait des feintes à haute vitesse. Vraiment intéressant à ce niveau-là, mais c'est plus un... comment il s'appelait, le gars? Oliver Moore. Tu sais, des patins, puis ben bon dans le junior, mais est-ce qu'il va être capable plus tard? Oliver Moore, c'est un joueur de probablement troisième trio à Chicago à long terme, c'est qui est très bien. Mais tu sais, ce gars-là, il n'a pas nécessairement... Il n'y a pas ce niveau de talent-là, mais il y a le même profil, patin, responsable, impliqué. Puis en transition, c'est vraiment un expert. C'est vraiment un très bon gars de transition, mais j'aimerais ça qu'à la place d'aller de foncer dans un joueur qui le contourne, m'amener, les gars, ils sont bons. Là. Arrête de passer au travers, ça sert à rien. Après ça sert. Il y a Axel Lofsson, le petit défenseur qu'il produit en fou, mais ce gars-là... S'il fait un de hockey, je me tatoue. Non, c'est une joke, je me tatoue rien, là. Mais je ne toucherai pas zéro. Des erreurs par-dessus erreurs, par-dessus erreurs pour quelques flashs une fois de temps en temps. Fait que. Bon, je dirais pas la joke que j'avais en tête. Pas gentil. Mais peu importe le parfum que tu mets de la merde, c'est de la merde. c'est chiant, ouais. C'est pas de la merde, ce joueur de hockey. T'as beau mettre un chou sur un bol de merde, ça reste un bol de merde. J'écrirai jamais ça dans une quote, mais c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Au niveau du Canada, Beckett Hamilton a quand même été bon. Un peu la même affaire que. C'est un joueur défensif qui n'a pas beaucoup d'offensive, mais il risque de jouer dans le show parce que il est vraiment intelligent sur la glace. Le gabarit est là. Le patin, peut-être ça qui pourrait être fringe NHL à cause du patin. Parce que dans le junior, c'est correct, mais plus tard, plus ou moins sûr que ça va réussir. Ryder Cali, il a quand même eu
Il y a probablement le monde qui ont kické du tire dessus, dans le fond, qui ont dernièrement, qui l'ont mis en première ronde, puis que c'était une carte cachée, puis tout, il a manqué une partie de la saison. C'est un joueur excessivement bon défensivement qui lâche jamais. Fait que, tu sais, déjà là, TSLH Espoir, d'habitude, on aime bien ça, ce genre de joueur-là, mais est-ce qu'il va franchir la première ronde? J'ai pas assez de données offensivement, pas assez de, tu sais, il n'y a pas un point par match, mais c'est pas à cause de ça. Là. Je suis pas sûr qu'il va être capable de franchir le 4e trio dans le de hockey. Mais tu sais déjà qu'il y a une chaise possible comme de la secondary scoring, la production de profondeur. Puis défensivement, il est tout le temps là. Puis offensivement, physiquement, mais il s'implique. Mathis Preston n'a pas été incroyable. Lawrence, j'ai pas fini tous les matchs, mais pas l'impact que je voudrais qu'il y ait. Des mauvaises décisions avec la rondelle, des passes molles. Ça n'a pas été un énorme tournoi pour lui, même s'il n'a pas été mauvais. Mais je pense qu'il me reste un match à écouter, puis c'est le match qu'ils ont gagné full de points, on s'en fout un peu. Là. Mais tu sais, peut-être qu'il a été meilleur dans ce match-là, mais je m'en fous un peu. Maddox Dagenet, il a été très bon. Il a vraiment, vraiment bien fini la saison Dagenet. Pas pour rien que le monde a parlé de lui pour la première ronde. Il a un profil vraiment facile à approcher dans le national de hockey, puis le physique est plus présent, l'intensité aussi. C'est ça qu'on voulait. Il a répondu à tout ce qu'on lui demandait. C'est juste que si nos attentes, il faut qu'on baisse. C'est-à-dire, c'est pas un gars de top 6 assuré avec un gars de 30 buts. Non. C'est un gars qui, s'il développe défensivement, avec le patin puis le physique, il va jouer dans le show, dans ton top 9 avec n'importe qui. C'est exactement ça qu'on veut qu'il soit. Puis on dirait qu'il a embrassé ça. Fait que il y a une coche de plus dans le pro, dans le fond, vraiment. Pas mal ce que je voulais. Tu sais, les autres pays, c'est pas que ça vaut pas la peine. Mais j'ai pas nécessairement pris énormément de notes parce qu'ils n'ont pas ressorti énormément. Puis, c'est ça. Point. Point. All right. Merci Pascal pour ce tour d'horizon du tournoi U18. Puis pour ce qu'on parlait au début du segment, vous allez être informé quand est-ce qu'on va faire la fameuse vidéo finale de Pascal pour sa liste. On va l'annoncer sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on regarde les disponibilités et tout. Donc d'ici là, je vous rappelle, partenariat avec Mintora. Ceux qui écoutent en audio, pas sur YouTube parce qu'on coupe les segments là, en petites vidéos. Mm-hmm. Mais je vous rappelle qu'on a un code promo TSLH10 pour sauver 10$ sur l'abonnement annuel avec Mintora pour gérer votre collection de cartes de hockey, gérer la valeur de votre collection également. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'achat d'un abonnement, vous avez un deuxième accès gratuit que vous pouvez fournir, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Donc, c'est franchement intéressant. Pascal, merci pour tes analyses. Puis, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Merci, bye bye tout le monde.